J'avais commis deux petits livres dans les années, les 15 dernières années, qui relataient chacun une partie de mon expérience militaire. Les deux qui m'avaient le plus marqué, je dirais, profondément, qui étaient le Rwanda en 1994 et le Kosovo en 1999. À la suite de quoi j'avais quitté l'armée courant 2000 pour me reconvertir dans la vie civile. Alors ces livres-là étaient faciles à faire, si je puis dire, parce que c'est des petits livres, 150 pages ou 180 pages, et de petit format poche, et en fait je racontais mes campagnes, si je puis dire, de manière tout à fait directe, assortie bien sûr de commentaires et de remarques particulières qui m'étaient chères, mais je partais de ce que j'avais vécu personnellement. Et là, comment dirais-je, le défi était tout autre. Alors ces deux livres, je les avais faits avec un éditeur qui s'appelle Hugues de Saint-Vincent, qui est mort malheureusement prématurément d'une grave maladie il y a quelques années. Petite maison d'édition, Hugo Hugo Documentation. Et il m'avait édité ces deux petits livres qui s'étaient d'ailleurs, je crois, bien vendus. Et puis voilà. Et sa maison d'édition a été reprise par son fils, un garçon qui s'appelle Arthur, et avec lequel j'entretiens des relations amicales que je ne connaissais pas avant la mort de son père. J'ai découvert après la mort de son père, et avec lequel j'entretiens des relations amicales. Et au mois de juillet dernier, il m'invite à déjeuner, pas loin de l'Étoile, pas loin de ses bureaux actuels, et il me demande, à brûle-pourpoint, il me demande mon sentiment sur la situation de cette guerre en Ukraine. On est en juillet 2023, ça fait donc 1 an et demi que la guerre est maintenant pratiquement lancée sur le territoire de l'Ukraine, et il me demande ce que j'en pense. Alors je lui livre mon sentiment, que vous connaissez tous, parce que je pense qu'il n'y a pas de secret, puis il est largement partagé probablement dans cette assistance, mais je lui livre mon sentiment. Et il me dit, mais c'est extrêmement intéressant ce que vous dites, c'est pas du tout conforme à ce qu'on entend depuis 1 an et demi sur les plateaux de télévision, dans les radios, et en particulier de la part d'un certain nombre de vos pairs. Alors je pense évidemment à un certain généraux ou officiers supérieurs qui s'expriment à ce moment-là depuis 1 an et demi pour annoncer d'un air docte la victoire inéluctable de l'Ukraine, de l'OTAN et la défaite de la Russie, faisant suite d'ailleurs à des propos politiques. Hein, vous vous rappelez de M. Le Maire annonçant la destruction de l'économie russe dans l'année qui suivrait, etc., etc. Alors je lui donne mon sentiment, mais de manière tout à fait amicale et détendue, autour d'un déjeuner. Et à la fin du déjeuner, il me dit, bah, écoutez, mais c'est extrêmement intéressant, parce que, alors en même temps, il a été frappé par ce que je lui ai dit de la volonté initiale des dirigeants russes, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce qu'on peut prendre la totale de Gorbatchev à Poutine en passant par Yeltsin, à partir du moment où la chute du mur de Berlin est consommée en 89 et l'effondrement de l'URSS en 91, je lui dis, vous savez, l'Ouest a délibérément repoussé la main tendue de la Russie. Alors il me regarde sidéré, il me dit, non mais c'est pas possible, mais on n'a jamais entendu ça, etc. Vous êtes sûr de ce que vous dites, c'est énorme. Je dis, mais bien sûr, c'est parfaitement documenté, c'est sourcé, il suffit simplement d'aller chercher des informations. Il me dit, bah, il faut faire un livre, hein, il faut faire un livre. Alors là, je me suis lancé dans une aventure, et puis ça c'était au mois de juillet, et puis il me dit, je vous envoie une proposition, il faut qu'on fasse ce livre. Il s'associe à moi, qu'on fasse ce livre. L'été passe, pas de proposition, mais je me dis, il a oublié, il est passé à autre chose, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Et puis, début septembre, je reçois la proposition, il me dit, alors on y va, hein, mais on y va, le timing est serré, parce que il me faut votre plan détaillé le 22 septembre,
Comme vous êtes un bon militaire, je pense que vous allez faire 3 parties à votre livre. Bon, la première partie, il me la faut le 22 octobre, la deuxième partie le 22 novembre et la troisième partie le 22 décembre. Et là, je me dis, c'est quand même un énorme boulot hein, auquel je m'attelle parce que je me dis au fond, quelles sont mes convictions sur ce conflit, sur les causes réelles de ce conflit dont on ne parle pas, qu'on masque, qu'on maintient dans l'ombre évidemment. Quelles sont mes convictions? Comment je vais les organiser, les ordonner et comment je vais les prouver? Je vais me les prouver à moi-même d'abord. Premier travail, c'est pourquoi je pense ça, pourquoi j'écris ça, pourquoi je dis ça. Donc, gros travail qui m'a amené à avoir quelques nuits courtes, des week-ends bien remplis, des petites vacances de Toussaint ou de Noël bien chargées. Mais j'ai à peu près tenu le calendrier, puisque le 24 décembre, veille de Noël, tout content, j'ai rendu définitivement ma copie à ma directrice de collection qui me challengeait, qui me corrigeait, qui me vérifiait les accords, etc. C'est très précieux parce que quand on n'est pas un écrivain, on a besoin de quelqu'un qui vous tienne de près pour que la plume ne dérape pas. Voilà. Et finalement, j'ai rendu ce livre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette directrice de collection n'était pas forcément acquise à la cause. Elle était même assez sceptique au départ. Je rends ma première partie. Alors, ma première partie, c'est plutôt, si vous voulez, l'histoire ancienne, les origines de l'Ukraine, etc. Bon, il n'y a rien de très polémique, mais quand même. Il y a un certain nombre de vérités qui sortent. Et puis la deuxième partie est beaucoup plus polémique. Et là, je rentre dans le vif du sujet. Je dis, mais finalement, l'histoire récente démontre l'implication volontaire des États-Unis d'Amérique dans cette opération qui consiste à diviser l'Europe contre elle-même et à isoler, bien sûr, la Russie qui, pour les Américains, reste l'ennemi. Ils n'ont toujours pas compris que l'URSS avait disparu et qu'un nouvel État, la Fédération de Russie, était apparu avec un certain nombre de pays qui avaient pris leur indépendance, dont l'Ukraine d'ailleurs, et que la donne avait considérablement changé. Alors j'aborde aussi dans cette partie des questions plus profondes qui sont, à mon avis, importantes dans cette incompréhension ou dans je dirais, dans ce malentendu croissant entre l'Occident et la Russie. Donc, il faut quand même rappeler que Gorbatchev avait demandé à rejoindre la Maison européenne, il appelait ça comme ça à l'époque, demande répétée par Yeltsin, entre deux vodkas, et puis demande affirmée par Poutine lui-même, qui est même allé jusqu'à parler d'une adhésion, oui, tenez-vous bien, oui, de la Russie à l'OTAN. Et tout ça est sourcé, daté, on a les noms des intervenants, c'est dans les archives américaines, dans les archives britanniques, où les journalistes allemands s'en sont fait l'écho, etc. C'est pas moi qui le dis, et je mets tout ça dans le livre. Il y a beaucoup de notes de bas de page dans ce livre parce que je veux qu'on puisse tout retrouver absolument en détail de ce que j'annonce et de ce que j'affirme. Et j'aborde donc dans cette deuxième partie, à mon avis, quelque chose d'important aussi, c'est cette espèce Alors je sais que le mot est galvaudé, il est mis à toutes les sauces aujourd'hui, mais c'est le mot valeur, bon, qui veut dire ce qu'il veut dire. Et pour moi, il y a une inversion fantastique de ces valeurs entre un Occident qui, jusque dans les années à la fin des années 80, début des années 90, se considérait comme le gardien de la liberté, d'une certaine moralité, etc. Face au monde communiste de l'époque, il faut bien l'appeler ainsi. Moi j'étais jeune officier, j'ai appris ce qu'était l'armée rouge dans le détail, avec etc. etc. Et
et qui, lui, fait sa mue, sort de l'époque communiste, de décennies de communisme et de totalitarisme soviétique, pour retrouver ses racines, en fait, progressivement. Mais alors que nous, faisons le chemin inverse, on plonge dans le matérialisme, on plonge dans l'abandon de toutes nos traditions, et on remet même en cause la famille en tant que telle, on remet en cause l'équilibre de la société et cette cellule familiale qui est finalement la base de toute civilisation. Alors j'explique tout ça, puis je donne un peu des exemples et des raisons, etc. Le wokisme qui nous infecte aujourd'hui et qui évidemment n'est pas prêt de prendre racine dans la Fédération de Russie aujourd'hui, parce que d'abord il y a une volonté de l'interdire. Hein. Donc on peut en discuter. Les méthodes démocratiques ne sont pas forcément les mêmes à l'Est qu'à l'Ouest, et encore, on pourrait en discuter parce que c'est un vrai sujet. Je n'ai pas l'impression parfois d'être en démocratie aujourd'hui en France. Hein. Je le dis vraiment franchement. Voilà, donc cette deuxième partie est assez... et puis bien sûr, je reviens aussi sur... c'est les causes actuelles, les causes immédiates, puis les causes profondes. Alors il faut revenir aussi sur le Kosovo, qui a été un traumatisme aussi pour le monde slave et orthodoxe en général. La Russie était faible à l'époque du Kosovo en 99, et j'en sais quelque chose. Elle a eu un beau geste, entre guillemets, en déployant une brigade de Bosnie sur l'aéroport de Pristina, au moment où les Anglais se déployaient sous le drapeau de l'OTAN, avec les Français bien sûr, et les Allemands. Mais ça a traumatisé la Russie, ça a humilié la Russie de l'époque. Et on peut aussi voir dans toute cette manipulation des dirigeants russes par les dirigeants américains pendant des décennies, à ce moment-là, on peut y voir aussi des raisons de ce conflit d'aujourd'hui. Et puis il y a bien sûr la poussée irrésistible de l'OTAN vers l'Est. Moi je me souviens qu'en 2015-2016, lors du sommet de l'OTAN à Varsovie, Poutine avait déjà dénoncé à l'époque cette poussée vers l'Est de l'OTAN qui, finalement, pour reprendre l'expression du pape François récemment, l'OTAN venait grogner aux frontières de la Russie, aux frontières stratégique de la Russie, c'est-à-dire empiéter sur son domaine je dirais, d'influence traditionnelle. Alors l'Ukraine dans tout ça, eh c'est le cas concret, c'est l'étape au-dessus du Kosovo, mais on y retrouve les mêmes ingrédients, les mêmes méthodes, les mêmes acteurs, la désinformation en particulier, qui a battu son plein. J'en parle aussi largement dans le livre, avec quelques exemples. On va parler de Boutcha, par exemple, qui est un exemple très intéressant parce que Boutcha, la France a envoyé une délégation d'experts de la gendarmerie nationale spécialisés dans ce genre de situation. Or, ils y sont allés, ils ont fait leur boulot, comme savent le faire les gendarmes français, à fond et en détail. Évidemment, aucune publication n'a été faite de ce rapport, qui est probablement dans un coffre aujourd'hui, avec marqué « secret défense » dessus. J'imagine, je n'ai pas de preuve de ce que je dis, mais je pense que c'est probablement la destination de ce rapport, où on pourrait lire des choses tout à fait contraires à ce qui a été raconté à l'époque. Alors voilà un peu le travail de ce livre qui m'a demandé encore une fois beaucoup de recherches. Je me suis intéressé aussi aux aspects économiques, pas suffisamment, m'ont dit un ou deux critiques, mais c'est pas mon métier d'origine. Mais j'ai voulu parler par exemple de ces fameuses terres arables, c'est le grenier de l'Europe, hein, l'Ukraine, c'est une terre ablée depuis l'Antiquité, et aujourd'hui 60% des terres arables ukrainiennes,
dans le système validé par M. Poroshenko ou M. Zelensky aujourd'hui avec la bénédiction des Américains. 60% de ces terres appartiennent à des consortiums américains ou occidentaux. Donc, quel est l'État digne de ce nom qui peut accepter que sa terre soit ainsi vendue à l'étranger pour en tirer des bénéfices évidemment substantiels? On a ce phénomène ailleurs, hein, dans d'autres pays, mais en Ukraine c'est flagrant, et il y a eu même un certain nombre de réformes agraires, de réformes rurales qui ont été menées par Zelensky, qui dépossèdent finalement les petits exploitants ukrainiens dans des conditions tout à fait graves. Alors tout ça, c'est ignoré en Occident, on fait semblant. La personnalité elle-même de Zelensky, qui est très, très intéressante, il y a eu un article de Guy Mettan, le journaliste et politique suisse qui s'est intéressé à Zelensky, sur lequel on pourrait écrire un livre. Hein. Zelensky, finalement, est arrivé au pouvoir avec 73% des voix, sur la base d'un programme en 3 parties: réconcilier l'Ukraine, bon, à mon avis, l'échec n'est pas tant, développer l'Ukraine, je pense qu'il va laisser un pays diminuer à tout point de vue, on peut en discuter, parce que c'est une des questions que va devenir l'Ukraine de demain. Et puis, le troisième aspect m'échappe à l'instant, mais sur ces différents objectifs, il a échoué totalement. Alors moi, je fais partie des gens qui étaient convaincus que la guerre était gagnée d'emblée par la Russie. À une époque où tout le monde disait le contraire, on n'était pas très nombreux à dire que la Russie avait d'ores et déjà gagné cette guerre. Et alors là, d'un point de vue très simple, pour moi, elle l'avait gagnée parce que profondeur stratégique immense, face à une petite Ukraine, même plus ou moins adossée à une Union européenne disparate, dont on voit qu'elle est loin d'être réalisée. Dans la réalité, quand on voit l'affaire des avions Rafale, aujourd'hui, on voit que l'Europe est loin d'être faite, hein, et en particulier l'Europe de la défense, qui à mon avis est un mythe et un leurre. Mais premier élément à prendre en compte, cette profondeur stratégique de la Russie, une dizaine de fuseaux horaires, une profondeur extrême, une industrie traditionnellement dédiée et qui a repris de manière manifeste. En 2 ans pratiquement, la production d'obus a été multipliée par 50 en Russie. En 2 ans, la production de véhicules blindés et d'infanterie a été multipliée par 7. Et on peut multiplier les exemples. Je ne parle pas des drones, je ne parle pas des missiles hypersoniques, etc. Et puis ensuite, il y a la masse, parce que comme tout bon militaire le sait, les forces spéciales, c'est très bien, en petit nombre, pour des objectifs bien particuliers et stratégiques, mais pour gagner une guerre, il faut une masse de troupes, de soldats. Et la Russie, on pourra en reparler aussi d'ailleurs, parce que la Russie s'est lancée dans cette aventure avec un rapport de 1 à 3, ce qui traduit d'ailleurs, à mon avis, la véracité des propos du président Poutine quand il parlait d'opérations spéciales et non pas de guerre, car il engageait un Russe pour 3 Ukrainiens, et maintenant il a changé le rapport de force, parce qu'on est passé à la phase de la guerre, et il l'a parfaitement compris et intégré, son état-major avec lui, et donc maintenant il y a une guerre qu'il faut gagner. Et qu'on gagne comment? Ben, par la masse, par l'industrialisation majeure de l'outil de guerre, et sa capacité à produire, et finalement en face une armée qui est étrillée. C'est plusieurs centaines de milliers de morts aujourd'hui, ce sont des jeunes pour la plupart, c'est un drame absolu, parce que c'est une boucherie, et à mon avis, l'Occident est largement responsable de cette boucherie, à commencer bien sûr par les dirigeants américains, l'OTAN, mais bien sûr l'Union européenne, Madame von der Leyen, Madame
von der Leyen qui a une responsabilité énorme, parce que c'est une faiseuse de guerre. C'est bien sûr aux États-Unis Victoria Nuland, qui est la digne héritière de Madeleine Albright au tour d'avant, si je puis dire. Donc on voit bien l'étau de ces gens-là qui ne renoncent pas. Vous avez suivi comme moi, il y a 2 jours, 3 jours, le vote finalement par le Congrès américain après des mois de résistance de 61 milliards de dollars. Mais rassurez-vous, les 2 tiers de ces 61 milliards reviennent en fait aux États-Unis. Hein. Ça fait tourner l'industrie de guerre, ça fait... Et pour quel résultat quand on voit le sort des chars Abrams aujourd'hui sur le champ de bataille ukrainien, qui se font détruire, un char Abrams à je ne sais plus combien de millions de dollars, qui se fait détruire par un drone qui a dû coûter 150 000 $, le rapport n'est pas très convaincant, il faut bien l'avouer. Donc tout ça m'avait convaincu que la Russie inévitablement, inéluctablement finirait par gagner cette guerre. Et j'ai regretté évidemment les positions françaises, qui au départ semblaient vouloir être un peu équilibrées, un peu à équidistance entre le camp russe et le camp otanien. Et en fait, on a rallié le camp otanien à fond. Je le regrette beaucoup parce que je pense qu'on insulte l'avenir en faisant ça. On va subir maintenant les graves conséquences de cette guerre au plan économique, qui à mon avis va avoir de lourds retentissements sur toute l'Europe de l'Ouest. Évidemment aussi va laisser des traces très fortes de division. On a poussé en clair les Russes dans les bras des Chinois, on a fait ressusciter les BRICS, on en a fait une puissance quasiment militaire, appuyée sur la Russie, la Chine et l'Iran aujourd'hui. Voilà, alors tout ça ce sont des données objectives, il n'y a pas d'interprétation possible, et c'est vraiment, à mon avis, très regrettable parce qu'on pouvait l'éviter. Et pour souligner donc cette responsabilité occidentale, il faut rappeler, ça je le rappelle aussi dans le livre, qu'en mars 2022, les accords d'Istanbul étaient sur le point d'aboutir. Et c'est pas moi qui le dis, mais le patron de la délégation ukrainienne, David Aragamia, qui l'a encore redit il y a peut-être 1 mois ou 2, en disant je suis rentré à Kiev, nous étions prêts à signer les accords qui en fait étaient l'application des accords de Minsk II, hein, donc concernant essentiellement le Donbass, et bien sûr la Crimée. Mais il a fallu un déplacement de Boris Johnson à Kiev pour remonter les pendules de M. Zelensky en disant « alors ça, il n'en est pas question, tu négocies pas, on te soutiendra jusqu'à la victoire finale, etc. » Et Zelensky a gobé ses promesses qui n'engageaient que celui qui les prononçait. Et on en voit aujourd'hui le résultat, c'est dramatique. Zelensky est en fait une victime consentante et coupable, hein, mais Zelensky a mis son pays par terre, en fait, et de la manière la plus terrible qui soit, en envoyant sa jeunesse au hachoir, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Le mot est terrible, mais je pense qu'il est juste. Voilà ce qu'on peut dire sur cette tragédie. Alors, moi je pense qu'on assiste à une page majeure, un tournant de l'histoire. Je pense que le déclin de l'Empire américain a commencé, d'autres l'ont dit, comme mon ami Nicolas Mirkovitch par exemple. Je pense qu'on arrive à un tournant de l'histoire. Les États-Unis, on le voit très bien ces temps-ci, sont très mal. Hein. Ils sont d'abord divisés contre eux-mêmes. Tout empire divisé contre lui-même finit par périr. Je ne leur souhaite pas parce que je n'ai rien contre les États-Unis au départ. Je suis un peu anti-OTAN, ça c'est vrai. J'ai été vacciné contre l'OTAN en 1999 au Kosovo, et on en voit les résultats aujourd'hui. Et quand je vois ce qui se passe en Ukraine, je ne peux que penser au Kosovo. Je fais un lien direct entre les deux, évidemment.
Vraiment, donc, je pense qu'on est à un tournant. Ce tournant, c'est la recomposition des blocs, si on peut dire. On voit émerger les BRICS. On voit le succès que les BRICS remportent. Quand vous voyez que, par exemple, l'Arabie saoudite remet en cause le pacte de Quincy de 1946 pour se rapprocher de la Russie et tourner le dos aux Américains, parce que ça c'est un fait également, c'est quand même extrêmement intéressant et on peut se poser la question de que va-t-il surgir de tout ça. Alors vous me direz, il y a des facteurs qui compliquent un peu les choses. Il y a le Proche et le Moyen-Orient aujourd'hui, il y a ce qui se passe en Israël et en Palestine, il y a ce qui se passe sur les marges en Irak, en Syrie, en Iran aujourd'hui, qui fait l'objet aussi de déstabilisation extérieure. Il y a le Caucase qui est quand même aussi une zone de fragilité très forte. Donc le monde reste compliqué. Mais on voit bien qu'on évolue. Le gendarme du monde est en train de perdre de sa superbe. Les États-Unis d'Amérique sont en train de connaître une baisse d'influence considérable. Alors vous me direz la France aussi, je prends l'Afrique par exemple, la France aussi connaît une baisse d'influence considérable. C'est pas par hasard, on pourrait aussi en parler de manière très claire parce qu'il y a des étapes dans tout ça. Mais regardez les États-Unis, même les États-Unis aujourd'hui se font chasser du Niger sans contestation possible. Et je pense qu'on assiste dans le monde, moi je voyage quand même pas mal à l'extérieur, je vois une espèce de phobie anti-américaine qui se développe petit à petit. Donc ce dont ils se réjouissaient hier ou avant-hier pour la France est en train je pense, de les atteindre également eux aussi. À partir de là, je ne sais pas ce qui va évidemment se passer, on n'est pas prophète, mais je pense que l'OTAN risque de sortir extrêmement diminuée de cette aventure ukrainienne. Je pense que l'Union européenne, qui est son binôme, son clone, je dirais également. Je cite dans mon livre un article très intéressant de Michel Pinton qui fait le pronostic de l'éclatement en fait de l'Union européenne. On va voir ce que donnent les élections européennes qui arrivent, mais je pense qu'on est en train d'assister à des très grandes mutations dont on ne connaît pas encore les résultats finaux, mais qui nous promettent quand même des lendemains agités. Hein. Et j'espère salvateurs, parce qu'à un moment donné, il faut sortir des situations complètement bloquées, comme on les a connues ces dernières années. Voilà ce que je peux vous dire sur ce livre. Je termine en fait en citant quelqu'un pour qui j'ai de l'admiration et qui est très critiqué à l'Ouest et souvent remis en cause, qui est Viktor Orban, Premier ministre de Hongrie, et qui met en garde les Européens, son pays fait partie de l'Union européenne, et qui met en garde les Européens sur cette politique belliciste, irresponsable à mon avis, et grave, et très dangereuse pour nos pays, nos jeunesses, les générations qui viennent, et qui les met en garde en disant un jour, il s'adresse aux dirigeants européens, un jour, vos populations vont venir vous demander des comptes, hein, sur tout ça. Donc, et je pense qu'il a tout à fait raison, il a cette expérience qui lui permet de dire aujourd'hui, voilà, on est devant une situation extrêmement grave. Au lieu de privilégier la diplomatie et de privilégier la paix et les négociations, on pousse à la guerre. Alors on pousse à la guerre, donc il y a un moment donné où la guerre peut arriver, elle peut éclater. On a vu dans l'histoire malheureusement et en particulier des guerres mondiales, il y en a eu deux, mais il pourrait y en avoir une troisième qui éclate pour des motifs presque futiles, hein, je dirais. Donc on est dans cette confrontation très tendue actuellement.
Je ne suis pas rassuré par les discours de nos politiques, je vous le dis, ni même de nos chefs militaires, hein, je dois l'avouer aussi. Moi, j'espère que le bon sens va finir par l'emporter. C'était un peu le but de ce livre improvisé, dans l'aventure dans laquelle m'a lancé mon ami Arthur de Saint-Vincent, il y a maintenant quelques mois, et j'espère que cette voie, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sortent actuellement dans l'actualité pour inciter les gens à la réflexion, à la prise de conscience et à l'intelligence de situation qui devrait prévaloir face à ces menaces, car il y a des menaces. Voilà ce que je peux vous dire pour vous présenter cet ouvrage de manière un peu libre. Je suis évidemment prêt à répondre à vos questions. La partie qui est la plus difficile, c'est maintenant d'essayer d'imaginer les scénarios qui vont se produire. Moi, je pense que on va inévitablement, d'ailleurs je crois avoir entendu ici ou là que des négociations étaient sur la table et que les Américains, malgré ces 61 milliards de dollars consentis, poussaient en même temps Zelensky à accepter le principe de négociation. Je pense qu'elles seront longues, mais les négociations, il y a toujours un vainqueur et un vaincu, hein. Et moi je sais qui est le vainqueur, je sais qui est le vaincu d'avance. Donc je pense que l'Ukraine de demain ne sera évidemment pas l'Ukraine soviétique ou post-soviétique, dans ses frontières, avec deux populations extrêmement différentes. La population de l'Ouest, marquée par son histoire austro-hongroise ou lituanienne, catholique pour la plupart, et la population de l'Est, slave, orthodoxe, celle qui a donné finalement naissance à la Russie. La Russie est née à Kiev, on l'oublie aussi beaucoup. Et je pense que l'Ukraine de demain, si elle survit, parce qu'il y a des appétits autrichiens, il y a des appétits hongrois, il y a des appétits lituaniens, il y a des appétits divers, polonais bien sûr, sur cette terre ukrainienne, sur la Galicie en particulier, qui fait que je ne sais pas ce qu'il en ressortira demain, mais finalement on peut retenir de l'histoire que l'indépendance de l'Ukraine n'a jamais été que des épisodes extrêmement courts dans l'histoire, voilà. Donc, et quant à notre pauvre président ukrainien, moi je garde en mémoire le sort que réservent les États-Unis d'Amérique à leurs meilleurs alliés quand ils sentent que le vent tourne. Je serais vraiment inquiet pour mon avenir. Voilà ce que je peux vous dire. J'ai parlé une demi-heure, mais pour essayer de résumer un peu l'histoire de ce livre et ce que j'ai voulu mettre dedans. Je suis bien sûr à votre disposition s'il y a des questions, je tâcherai d'y répondre. Voilà, merci beaucoup. Alors les Russes, il y a deux versions. Moi j'observe qu'ils progressent, et ils progressent très lentement. Et ça c'est une critique de certains qui disent, voyez, donc ils ne sont pas prêts de gagner, finalement ça va durer très longtemps, etc. Moi je pense qu'ils sont dans une logique d'attrition de l'armée ukrainienne en phase 2, donc qui en ramasse plein la figure, si je puis dire vulgairement, et eux, ils sont dans une logique d'économie des moyens, économie moyens humains en particulier. Alors ça c'est une remarque générale, vous me direz, est-ce que ça apporte grand-chose au débat? Je ne sais pas, mais il y a une vraie question pour moi, c'est la question d'Odessa, et la question de la Transnistrie derrière, la Moldavie, Transnistrie, qui n'est pas réglée, qui reste en suspens. Je pense que il y a deux options, hein, où il y a une option militaire, et on est reparti pour un tour. Est-ce que l'OTAN risquera la vie de ses soldats pour la Moldavie, la Transnistrie ou Odessa?
indépendamment des grands discours de façade et des communications, des journaux et des médias mainstream européens ou américains, moi j'en suis franchement pas sûr. Mais je pense que ce sera plutôt un enjeu de négociation, tout ça. Après, votre question c'était jusqu'où ils iront. Est-ce qu'ils iront, oui. Moi je pense qu'ils veulent faire tomber le régime. Et il est certain qu'à partir du moment où il y aura une négociation, Zelensky est fini, hein, et le régime est fini. Donc il y aura forcément, je pense, comment dirais-je, coupure de l'Ukraine en deux. Je pense que ça n'échappe à personne, ça. Oui, bah, le Dniepr est une frontière naturelle, je dirais, mais toute la partie slave, orthodoxe, va aller inévitablement à la Russie, et la partie ouest, centre et ouest, ça c'est encore un autre problème. Ce sera un enjeu des négociations, mais les négociations, je pense que les Polonais vont peser très fort. Je pense que l'Ukraine a vécu la fin de son histoire post-soviétique, en fait. Ses frontières héritées de Staline, de Lénine et de Staline sont aujourd'hui complètement bousculées. Elles ne reviendront pas. Est-ce que vous pensez que les 60% de territoires qui sont passés dans les mains occidentaux, des financiers, vous croyez que Poutine va laisser ça comme ça? Ah non, mais alors les terres arabes, il y a déjà une partie qui retombe maintenant dans les mains des Russes, hein, c'est clair. Et en fait, je vais vous dire, les vrais enjeux maintenant demain, c'est le futur État ukrainien, ce qu'il en restera. Pas grand-chose à mon sens. Sera-t-il dans l'OTAN et dans l'UE, ou dans l'UE et dans l'OTAN? C'est un casus belli pour les Russes. Donc, il faudra en faire un État neutre, un État tampon, ce qu'il aurait dû rester. Et c'est bien le malheur dans lequel ont plongé ce pays, les Américains, l'OTAN et l'Europe. Parce qu'on a vraiment encouragé, pour des objectifs d'abord matériels et économiques et financiers, et stratégiques aussi, parce qu'il s'agissait de canaliser la Russie, de faire tomber la Russie, de fractionner la puissance russe renaissante. Tout ça, ça remonte dès le départ. C'est Zbigniew Brzezinski qui l'explique dans Le Grand Échiquier. Et tout ça, c'est voulu dès 89, 90, 91. Mais ce qui inquiète beaucoup l'Ouest, c'est à partir du moment où la Russie revient sur la scène, en particulier en 2015 en Syrie, où finalement c'est la Russie qui sauve le régime de Bachar el-Assad avec l'Iran, déjà, et qui sauve en passant les minorités chrétiennes, hein, de Syrie, on l'oublie. C'est grâce aux Russes que les chrétiens de Syrie n'ont pas été éradiqués en 2015. Hein. Voilà, donc tout ça fait que la volonté américaine, elle est obtuse, opiniâtre, irrationnelle, paranoïaque, je dirais, vis-à-vis de la Russie. Voilà. Ces gens-là n'ont pas compris que, pourtant, les appels, encore une fois, de Gorbatchev, de Yeltsin, de Poutine étaient clairs. Ils ne demandaient qu'une chose, c'était rejoindre la maison européenne. On a laissé passer une occasion fabuleuse de réaliser ce vieux rêve gaulien de l'Europe fédérale, des nations, hein, souveraines, mais de l'Atlantique à l'Oural. Bon, et on ne l'a pas laissé échapper de notre fête, on l'a laissé échapper parce que les Américains nous ont conduits à le faire, et que nous avons suivi comme des moutons, hein, discipliner le mouvement. Donc, enfin, c'est mon avis, mais on peut en discuter, bien sûr, mais je pense que le problème vient de là. Donc, alors, pour la Moldavie, moi j'y suis allé il y a quelques années, c'était Igor Dodon, le président de Moldave, qui était pro-russe, et la Moldavie, il y a 50-50. Donc aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le déploiement otanien en Moldavie soit bien vu de la population. Hein.
Alors, veut-on là aussi créer un foyer de guerre civile et d'agitation? C'est un petit pays, collé à la Roumanie, avec le prolongement de la Transnistrie. Transnistrie, c'est peuplé de russophones, clairement. La Moldavie, c'est partagé, en fait. Mais voilà comment on peut déclencher des guerres mondiales. C'est avec un petit épiphénomène en marge du gros phénomène qu'on croit tous avoir réglé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bien sûr. Alors, je n'ai pas parlé du nucléaire intentionnellement parce que je ne crois pas. Je ne crois pas du tout au nucléaire. On fait beaucoup de mousse autour de l'arme nucléaire. Mais à mon avis, ça, on en est au stade de la dissuasion mutuelle. Hein. Mais voilà. Mais c'est un avis personnel. Je peux me tromper aussi. Hein. Je ne prétends pas être oui. Ce conflit semble avoir montré quelques carences et quelques lacunes dans notre armée. Oui. Est-ce qu'on peut nous en dire deux, trois mots Là aussi, je le dis, mais je le dis de manière un peu édulcorée dans mon livre, parce que moi, l'armée française, c'est ma famille, dans tous les sens du terme, au sens propre et au sens figuré. J'ai beaucoup d'amis et de proches dans cette armée, pour laquelle j'ai une grande affection, une grande estime, un grand respect. Mais c'est une armée qui est victime des dividendes de la paix célébrés par M. Fabius il y a quelques décennies. Donc tous les budgets ont été rognés les uns après les autres. Dans la masse dont je parlais tout à l'heure a diminué de manière incroyable. On a une armée aujourd'hui, une armée de terre, je parle de l'armée de terre que je connais le mieux, de 100 000 hommes. Hein. Sur 100 000 hommes, vous savez qu'il faut, pour un combattant, il faut trois soutiens. Hein, la logistique, les transmissions, le commandement, etc. Donc en fait, vous déployez sur le terrain 20 à 25 000 hommes. D'ailleurs, c'est le contrat qu'a exposé le général chez l'état-major de l'armée de terre l'autre jour. On peut déployer 20 000 hommes. Bon, 20 000 hommes, face aux centaines de milliers d'hommes en face, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Si on devait, indépendamment de l'opportunité de le faire ou de l'incongruité de le faire ou pas. Hein. Mais comment voulez-vous? Donc cette armée française, c'est une armée, quelqu'un a employé ce mot qui est un peu dévalorisant, échantillonnaire. Oui, parce qu'on trouve toutes les spécialités, on trouve toutes les compétences, mais en petit nombre. Et en petit nombre matériel et humain. Moi, je cite cet exemple d'un beau régiment d'infanterie, hein, régiment d'infanterie qui était à 5 compagnies de combat, qui est ramené à 4 compagnies de combat cette année, comme toute l'infanterie française. On avait réussi à remonter les effectifs, on les rebaisse de nouveau, excusez du peu, on cherche à comprendre, on est, paraît-il, en temps de guerre, ce que je ne crois pas, mais on fait semblant, et voilà qu'on est, on a nos vieux VAB poussifs qui ont maintenant 40 ans d'âge, on les remplace par des griffons. Dans ce régiment d'infanterie auquel je pense en particulier, qui est dans l'est de la France, il y a de quoi équiper en griffons une compagnie sur 5 hier et sur 4 aujourd'hui. Voilà. Alors ça veut dire que pour entraîner les gens et les familiariser avec les nouveaux matériels, on fait tourner le matériel, ce qui est la pire des choses pour l'entretien et la maintenance de ce matériel, et qu'en même temps on n'est pas capable de déployer un régiment avec le matériel qu'il lui faudrait. Donc je pense qu'il faut être sérieux. Il y avait, je pense que beaucoup d'entre vous lisent le bulletin de la ZAF régulièrement. Il y avait un éditorial, je crois très récent, peut-être le dernier, d'un camarade qui explique tout ça très bien. Il dit on n'a pas les moyens de notre politique, entre guillemets. On montre des muscles, mais ce sont des muscles en papier. J'ai déjà utilisé cette expression pour parler de l'OTAN. L'OTAN est un tigre en papier. Et nous avons, nous, des muscles en papier. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des gens formidables et capables d'aller jusqu'au sacrifice suprême si on leur demandait. Mais ça veut dire qu'on les a systématiquement, depuis 40 ans, privés des moyens humains, matériels et pour avoir une armée digne de ce nom. Alors c'est bien de parler de grande intensité, de combats de haute intensité, etc. Enfin, faut être raisonnable. Hein. Je pense qu'il faut être pragmatique
et regarder les choses en face. Alors j'avais écrit ça dans une revue hongroise en juillet 2022, ça fera 2 ans en 2022, en disant, voilà, l'armée française, d'ailleurs ça a été documenté, étayé par des commissions parlementaires, par la Cour des comptes, etc., etc. Donc tout le monde sait que l'armée française aujourd'hui est une excellente armée de résolution de crise, sur des théâtres bien ce et qu'elle le fait dans des conditions parfaites, mais pas de guerre de haute intensité. Ce serait un massacre. Est-ce que tout ça, c'est pas lié à cette recherche, à cette quête de l'énergie? Il faut absolument retrouver de nouvelles sources, du pétrole, du Si, bien entendu. Derrière tout ça, il y a des objectifs économiques et d'abord l'énergie, bien sûr. Après, on peut disserter longtemps avec bien sûr les Nord Stream, les South Stream. D'ailleurs, regardez, c'est un enjeu, c'est même un enjeu, je dirais, stratégique et tactique même. Donc, on voit bien que c'est au cœur du sujet. Pourquoi j'observais ça il y a quelques mois quand des politiques françaises se sont rendus à la fois en Arménie et en Israël. Ils n'avaient pas vu l'incongruité de leur position. Israël, qui est en train de livrer une guerre féroce aujourd'hui en Palestine, dans les conditions, je crois, terribles, hein, qu'il faut reconnaître. Israël est le pays qui a permis à l'Azerbaïdjan de faire l'épuration ethnique du Haut-Karabakh. Bon. Qui le sait? Qui en parle? Tout le monde. Enfin, il y a des gens avertis qui le savent, mais qui en parle? Qui ose en parler? Bon. Et en même temps, quel est le meilleur allié aujourd'hui et ami de l'Arménie au plan militaire, hein, j'entends déjà, eh bien c'est l'Iran. Et qui en parle et qui le sait, ça? Alors je pense qu'il faut d'abord faire le ménage un peu de nos connaissances élémentaires en géopolitique appliquée, moderne, pour essayer de comprendre ces grands mouvements qui sont en train de se produire sous nos yeux, pour se déterminer après et avoir une politique internationale, enfin étrangère, cohérente. Il n'y a rien de tout ça, hein, aujourd'hui. Il n'y a rien de tout ça. Moi, je suis allé en Arménie en septembre dernier, au moment du Haut-Karabakh. J'ai vu je peux témoigner de la francophilie des Arméniens de la rue, comme des dirigeants arméniens, dont on peut parler par ailleurs, hein. Mais je peux en témoigner. Et que fait-on pour eux? Pas grand-chose, hein. Voilà, en réalité, à part un peu de saupoudrage, on a donné quelques matériels, et donc voilà, mais le problème, il faut reprendre le problème par le bon bout. On a diabolisé certains États, on veut plus parler à la Russie, on veut plus parler à l'Iran, on veut plus à peine parler à la Chine. Bon, ça c'est... je suis désolé, la diplomatie... Alors j'ai dit ça sur TV5 Monde le soir où sortait mon livre, et ça m'a valu un certain succès. J'ai dit, mais laissez un soldat vous dire que la diplomatie, ça vaut mieux que la guerre, hein. C'est les gens qui ne connaissent pas la guerre qui veulent la guerre. Mais ceux qui la connaissent, ils préfèrent la diplomatie, hein. Donc la diplomatie, c'est quand même l'art de parler à ceux à qui, au départ, on estime ne pas avoir grand-chose à dire. Bon. Ou pas beaucoup d'atomes crochus pour s'entendre et discuter. Ben, justement, c'est ça la diplomatie. Or, nous, en France, on a commencé par dissoudre le corps diplomatique, hein, voilà, gros progrès, et à mettre des anathèmes ou des étiquettes sur un certain nombre d'États, a priori, bon, ou voire des insultes sur des dirigeants étrangers. Parce qu'une fois qu'on a passé le cap des insultes, c'est difficile de revenir en arrière après, hein, de dire, ben, finalement, c'était pas celui que j'ai décrit dans nos médias, etc. Donc tout ça, ça manque enfin à mon avis, ça manque de maturité, ça manque de culture générale, ça manque de recul,
ça manque de connaissances historiques, géographiques, et c'est pour ça qu'on arrive à des incohérences absolues et redoutables. Et redoutables. Vous avez eu une longue carrière militaire avec donc, des tas d'opérations vraiment différentes. Est-ce que vous voyez un moment où il y a eu ce basculement, justement? C'est-à-dire qu'on avait, quand même, la diplomatie française était reconnue dans le monde, c'est ce qui nous a valu d'ailleurs d'être présent aujourd'hui, encore, sur l'intégralité du globe, mais on sent bien que là, tout nous échappe en ce moment. Quel a été le point de basculement? Est-ce qu'on pourrait le définir ou je vais vous dire, je vais peut-être en choquer certains, mais pour moi, nos malheurs en matière internationale prennent leur source en Afrique. L'Afrique francophone, c'est le prolongement de la France, en fait. Le discours de la Baule de M. Mitterrand a considérablement déstabilisé l'Afrique francophone. Il était pavé de bonnes intentions. Hein. Je ne sonde pas les reins et les cœurs, et je ne dirais pas que François Mitterrand voulait déstabiliser l'Afrique ou nuire aux intérêts profonds de la France, mais en fait, il l'a fait. Parce que, en prônant le système démocratique à la française pour des États africains en pleine maturité croissante, je veux dire, en pleine constitution en tant que nation, avec des problèmes ethniques réels et lourds et importants, il faut leur fiche la paix, je veux dire. Il faut pas chercher à leur imposer nos standards à nous, d'autant que nos standards à nous peuvent être sujets aussi à caution et à remise en question. Hein. Voilà. Donc, moi je pense qu'il y a eu ce discours, et après on a commis une succession de maladresses avec l'Afrique. Alors l'Afrique nous a fait perdre confiance en nous. Il y a eu l'affaire du Rwanda en 1994, et moi j'ai vu l'affaire du Rwanda en 1994 m'a fait comprendre que ceux que je considérais, moi, depuis mon enfance, comme nos amis historiques, les Américains, étaient de parfaits ennemis. Ça, je l'ai compris au Rwanda, en 1994. C'est ce que j'écris dans mon petit livre sur l'opération turquoise. Et nos ennuis sont arrivés en cascade. Alors après, il y a eu l'épisode des Balkans, où on a rallié un camp qui n'était pas le nôtre, pour prendre, à mon avis, un camp opposé à nos amitiés, nos fidélités et nos intérêts. Et on a petit à petit, voilà. Alors, De Gaulle avait fait une politique arabe assez claire. On a remis un peu tout ça en cause, etc., etc. Puis finalement, tout s'est délité, tout s'est délabré. Mais il y a regardez les derniers chefs d'État de la Ve République. Je vais là peut-être aussi en choquer certains parmi vous, mais moi je dirais que le dernier homme d'État en tant que tel, c'est François Mitterrand, avec ses défauts, avec ses erreurs, parce qu'il en a commises, mais la preuve, je viens de citer le discours de la Baule, je ne vais pas être pris en flagrant délit d'incohérence, mais il avait quand même encore une certaine idée de la France et de son rôle et de son poids et de la politique à mener. Après, c'est fini. Après, on est dans l'à peu près. Vous voyez, sur l'Afrique, quand Jacques Chirac a supprimé le ministère de la Coopération, les Africains ont pris ça de manière très douloureuse. Et quand ensuite on a rebaptisé le ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, les Africains se sont dit, alors nous, on compte pour du beurre dans tout ça. La France, avec laquelle on a des liens si anciens, si profonds, la langue, l'histoire, les deux guerres mondiales, etc., etc. Voilà comment on nous traite aujourd'hui. Je veux dire, après, on a cumulé les maladresses. On peut parler de Sarkozy et la Libye, Sarkozy et la Côte d'Ivoire, on peut parler de Hollande et la Centrafrique, Hollande et même le Mali. Et puis Macron et le Burkina Faso, ou Macron et la RDC, ou Macron et le Cameroun, avec cette volonté d'aller importer nos dérives sociétales à des gens qui n'en veulent pas.
Je suis désolé, mais il faut dire les choses comme elles sont. Je pense que voilà quelque chose qui passe très mal en Afrique. Donc voilà pourquoi on est victime j'emploie un mot britannique, enfin une expression américano-britannique, le French bashing, mais voilà pourquoi on en est là. Alors après, si vous regardez les Balkans, moi je connais bien la zone des Balkans, Serbie, Bosnie, etc. La France est encore aimée là. Pourtant on les a bombardés, on les a trahis, et la France est encore aimée là. Chercher l'erreur, mais en même temps on est un peu discrédité. On a plus de poids, on est plus crédible. Alors si on revient à la Russie et au sujet qui nous intéressait tout à l'heure, si on revient à l'Ukraine, moi je peux vous dire, parce que je le sais de bonne source, que la publication par les médias télévisés des contenus de la conversation confidentielle entre le président Poutine et le président Macron a définitivement discrédité ce dernier par rapport au premier. C'est la France qui en pâtit, en fait. C'est notre pays qui en pâtit. Donc, voilà. Donc, je regrette d'être critique, de devoir être critique vis-à-vis des dirigeants de mon pays. Je préférerais être en adoration devant eux, hein, mais malheureusement, c'est pas le cas. Sur aucun plan, d'ailleurs. Ni le plan intérieur, ni le plan extérieur, ni le plan moral, ni le plan sociétal, ni... je veux dire, on est en train de couler ce pays, hein, ni le plan économique, parce que... on nous avait dit c'est un banquier qui va sauver la France, etc. Mais en fait, la France, elle est coulée hein, économiquement aujourd'hui. Donc, tout ça avec des apparences masquées par un discours lénifiant, etc., etc. Donc, je suis un peu brutal, je dis les choses comme je les pense, mais... Quelle est la capacité physique des États-Unis et des pays européens à fournir de l'armement à l'Ukraine ? Elle est beaucoup moindre que celle qu'on annonce. D'ailleurs, vous le voyez bien, parce que les livraisons d'armes sont hypothétiques, sont hasardeuses, sont délayées dans le temps. Et finalement, c'est ridicule. Là. On parlait des chars Abrams tout à l'heure. Je crois qu'ils en ont livré 50 peut-être. Je dis ça de mémoire, je me trompe peut-être à quelques unités près. Bon, on a déjà 5 qui sont détruits par des petits drones russes très efficaces qui coûtent 50 fois moins cher. Voilà, et ce matériel est disparate, il est complexe d'utilisation la plupart du temps, donc les gens ne sont pas formés, il est très compliqué à maintenir au plan technique, il faut une maintenance logistique forte derrière qui n'est pas déployée, etc., etc. Là, on peut parler des pilotes ukrainiens qui sont en formation en France actuellement. On a 10 pilotes qui sont sur la base aérienne de Cazaux pour se former sur avion de chasse. 6 sur 10 n'avaient pas mis leur arrière-train dans un cockpit d'avion. Hein. Donc, si vous voulez, voilà, alors, je pense qu'il faut arrêter de dire, il faut avoir l'honnêteté de dire, il faut arrêter cette guerre, il faut négocier. Ça ne veut pas dire, vous savez, il faut revenir en arrière, il faut relire le bouquin de Bainville, paru dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, les conséquences politiques de la guerre, pour se rappeler que il faut essayer de sortir proprement d'une guerre. C'est-à-dire il faut que les conditions de sortie soient justes. Juste, c'est-à-dire qu'elles correspondent à une réalité historique, géographique, humaine, etc. Et pas déséquilibrée. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être compliqué, ça, parce que ce qui reste des débris de l'État ukrainien va être confronté à un État russe fort, qui va lui imposer sa volonté, mais avec le contrepoids permanent des mouches du coche, hein, que sont les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN, etc., qui vont tourner autour pour exciter tout ça et essayer de tirer encore des ballons du feu, etc. Mais moi je pense que c'est, si vous voulez, on fait durer une catastrophe
avec des déclarations irresponsables, une communication folle et des livraisons poussives d'armes, de munitions, de trucs qui ne correspondent pas forcément au modèle en service, enfin, etc. C'est pathétique, je pense. Certains parlent d'un scénario comme ça s'est produit en Corée et au Vietnam, c'est-à-dire un découpage de l'Ukraine en deux. Oui, je le crois. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'avis d'ailleurs de gens qui ne sont pas forcément dans mes opinions et qui ont les leurs. Je pense par exemple au général Wirth, qui est un général d'armée français, 5 étoiles, qui a écrit là-dessus, etc., et qui le dit lui-même. La partition de l'Ukraine est inévitable aujourd'hui. D'autres l'ont dit, hein, d'autres que moi l'ont dit de manière... Villepin l'a dit, notre ancien Premier ministre, sauf erreur. Je veux dire, tout le monde est convaincu que l'Ukraine de demain, l'Ukraine qui va naître de cette tragédie, n'aura plus rien à voir avec l'Ukraine soviétique et post-soviétique. Les frontières sont bousculées, et c'est peut-être mieux ainsi, parce que moi je ne crois pas. Vous savez, il y a un an et demi, tout le monde parlait de la nation ukrainienne regroupée autour de Zelensky, etc. Je pense que c'est un mensonge. C'est un mensonge absolu. C'est une utopie, ce besoin de voir une réalité dont on rêve, mais qui n'est qu'un leurre, en fait. Et donc, on est dans un montage absolu. Donc, c'est ça qui est terrible, en fait. Vous voyez, l'entêtement, l'aveuglement de nos élites, entre guillemets, sur l'issue de cette guerre, qui est là. Hein, et qui ne m'étonne pas. Moi, j'en ai parlé avec des gens différents, qui ont d'ailleurs des avis parfois différents, etc., mais comme le général Pinatel, par exemple, ou de l'autre côté, Xavier Moreau, etc. Mais on fait partie de cette poignée de gens auquel il était évident d'emblée que la Russie ne perdrait pas cette guerre. Voilà. Est-ce que vous avez des informations sur l'engagement de l'armée française? Alors, je crois que là-dessus, il y a beaucoup de fake news, comme on dit aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait des La Légion étrangère. Oui, la Légion. Oui, la Légion étrangère à Odessa. Je peux vous dire, c'est faux. Alors, ce qui est vrai, c'est que vous avez des relèves du groupement tactique interarmes qui a été mis, GTIA, qui a été mis en place en Roumanie, et des relèves du GTIA qui a été mis, je ne sais plus quel pays balte, c'est en Lituanie, je crois. Oui, en Lituanie ou en Estonie, enfin bon. Et alors, il y a des relèves tous les 4 mois. C'est un principe que l'armée française connaît bien. Donc, c'est vrai qu'actuellement en Roumanie, c'est le 2e régiment étranger d'infanterie qui a pris la relève normale des chasseurs alpins qui étaient avant lui, ou je dis n'importe quoi, hein. C'est peut-être pas les chasseurs alpins, mais enfin des unités qui affectées au tour normal de relève, voilà. Alors après, on raconte ce qu'on veut. Et alors, il faut reconnaître aussi que la propagande des deux côtés, dans cette affaire, joue un rôle majeur, y compris la propagande russe. La propagande russe a très envie de dire mais les Français sont en train de se déployer en territoire ukrainien, ils veulent la guerre, etc. etc. Bon, je pense que c'est aussi pour mettre un peu le pouvoir français devant ses contradictions. Mais non, je pense que, honnêtement, je pense que qu'il y ait en Ukraine des forces spéciales en petit nombre, instructeurs, conseillers techniques sur tel type de matériel ou autre, ça c'est certain. Mais pas d'unité constituée. Voilà ce que je veux dire. Même paraît-il, le général Georges Lain qui serait décédé là-bas. Oui, alors après... Mais qu'est-ce que vous voulez? Après, on va me dire que je suis complotiste, mais moi je ne suis pas complotiste. Je prétends ne pas l'être. Je prétends avoir les pieds sur terre. Non, mais oui, on dit que le général Georges Lain n'est pas mort, qu'en fait il serait là-bas. J'ai entendu dire que le général Georges Lain était décédé à la suite d'une chute en montagne. Oui, 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 c'est ça. Et je crois que c'est exact. Madame. Mais en France ou là-bas? Non, non. C'est la vie qu'on aurait retourné en Russie avec le professeur. Voilà.
Non, mais c'est faux, mais bien sûr. Je veux dire, les fantasmes. Mais ça fait partie du jeu, c'est normal. C'est normal qu'on raconte des choses. C'est comme les maladies de Poutine, par exemple. Hein, il devrait être mort 10 fois, ou alors, non, c'est peut-être un sosie. Je crois que c'est une experte auquel j'ai été confronté une fois sur RFI, Galia Ackerman, qui dit que c'est un sosie, que le vrai Poutine est mort et que maintenant c'est un faux Poutine qui lui ressemble. Bon, si vous voulez, on peut. Bon, je pense que c'est un peu dérisoire. Hein, ça, c'est un peu l'aspect. Oui, ils sont tombés. Vous avez évoqué tout à l'heure le French Machine d'avant pour l'Afrique. Oui. C'est bien. Qu'est-ce que vous pensez de la situation à Mayotte? On dit que la diplomatie française est très ambiguë, notamment à l'égard des Comores. Le président Dali, qui a dirigé l'Union africaine en 2023, revendique la comorialité de l'île de Mayotte. Par conséquent, les Russes envoient des conseillers en ce moment à Moroni pour jouer les bons offices auprès d'un président corrompu. L'Iran installe les chiites, les Chinois installent les hôpitaux, et la France tremble. En le militaire pense quoi de tout ça? Sachant qu'on a la région, les GSE, la petite terre. Oui, bon, alors on a le détachement de Légion étrangère de Mayotte, mais excusez du peu, ça doit faire 80 hommes, même s'ils sont excellents. C'est la taille de la compagnie du capitaine d'Anjou à Cameroun. Hein, mais non, sérieusement, ce que je veux dire, c'est que le cas des Comores et de Mayotte, c'est un problème qui est né lors de l'indépendance de l'archipel. Mayotte a choisi de rester française. Et l'erreur qu'on a faite, c'est de l'ériger en préfecture, comme si c'était une préfecture normale. Ben non, c'est pas une préfecture normale. C'est un bout de territoire français du bout du monde, qui est évidemment un pôle d'attraction considérable pour les populations des 3 autres îles qui meurent de faim ou qui ont des grosses difficultés malgré les richesses réelles que recèle l'archipel. Hein. Et donc, si vous voulez, je pense qu'il y a une... Alors, les habitants de Mayotte se déversent plutôt sur Marseille, parce que c'est plus intéressant pour eux. Hein. Et puis, à Mayotte, ben, les habitants de l'archipel viennent à Mayotte, et puis c'est la jungle. Mais vous y êtes allés, moi j'y suis pas allé, donc vous êtes plus fort que moi pour en parler. Non mais si, parce que c'est... Moi je suis pas allé sur place. J'ai un très bon ami qui a été préfet de Mayotte, qui était officier auparavant dans sa vie antérieure, et qui m'a dit c'est un problème aggravé par le statut de l'île aujourd'hui. Voilà. Et donc qu'est-ce que vous voulez dans le système actuel aujourd'hui? Comment voulez-vous que ça marche à Mayotte alors que ça ne marche pas à Marseille, ni à Lyon, ni à Saint-Denis, hein. Donc je ne peux pas vous dire autre chose. Mais c'est vrai que c'est dramatique. C'est vrai que c'est dramatique. Et puis une question incidente qui n'a rien à voir, sans abuser du temps, qui concerne Israël cette fois. Vous avez entendu, c'est notamment la déclaration de Guillaume Ancel, un officier d'artillerie, sur l'intelligence de l'opération militaire conduite par Tsahal, avec des bombardements aériens et terrestres, qui est un contresens du point de vue opérationnel pour ce type de menace que constitue le Hamas. Par conséquent, je voudrais avoir votre avis sur cette analyse qui finit par dire que oui, il s'agit d'un génocide déguisé. Alors moi, je veux dire, c'est un sujet sensible, très très sensible aujourd'hui. Non, mais je sais pas. C'est un sujet extrêmement sensible aujourd'hui parce qu'il y a, je pense, il faut remonter là aussi à l'histoire. Et si vous voulez, quand vous voyez la création de l'État d'Israël en 1948, alors elle se fait au détriment d'occupants britanniques à l'époque, mais elle se fait au détriment des populations palestiniennes. Et finalement, que se passe-t-il depuis 1948, si ce n'est je repousse les Palestiniens d'origine, les Arabes palestiniens, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, dans des zones finalement qu'on peut appeler des ghettos, hein, sans exagération. Et parmi ces ghettos, il y a la bande de Gaza, et puis il y a bien sûr la Cisjordanie, etc., dont on ne parle pas ces temps-ci, mais où il se passe d'ailleurs pas mal de choses aussi, hein, et de graves également. Hein. Voilà, alors là-dessus, vous avez deux attitudes israéliennes possibles. L'attitude d'Israéliens qui cherchent comment dirais-je,
pérenniser l'État d'Israël, mais en paix en essayant d'être en paix avec leurs voisins qui ont été quand même malmenés pendant quelques décennies. Bon, c'est l'attitude, sans dire de bêtises, de Shimon Peres, par exemple, des gens comme ça. Et puis vous avez l'attitude incroyable de Netanyahou. Ce Netanyahou, quand même, est, à mon avis, un dangereux personnage. C'est de la graine de dictateur. Enfin, je suis désolé de dire ça, mais moi, là aussi, la vie est étrange. Je me souviens, comme jeune homme, j'étais Fana Israël, j'admirais Tsahal, etc., etc. Mais quand vous voyez les horreurs qui sont commises maintenant au nom... ça me fait penser au Rwanda, d'une autre manière, à cette exploitation du génocide. On exploite le génocide historique qui a eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale pour les Israéliens ou en 1994 pour les Rwandais, pour justifier tout l'injustifiable. Non, ben, je suis désolé. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est aujourd'hui la prise de conscience par la population mondiale qu'il y a un drame absolu qui est en train de se dérouler, et c'est l'image d'Israël qui est en train d'en pâtir. Cette image d'Israël que moi, encore une fois, comme jeune homme, pour moi, c'était... je me souviens du raid d'Entebbe, etc. C'était des choses qui me faisaient rêver. La petite histoire de frère de Netanyahou, oui, a été tué. Oui, à Entebbe, oui, je me souviens très bien. Alors, mais voilà, et je me souviens de Moshe Dayan, etc., la guerre des 6 jours, etc. Si vous voulez, je n'étais pas pro-israélien ou pro-arabe, mais j'avais du respect, j'avais de l'estime pour cet État qui... Mais quand vous regardez l'histoire, que vous refaites le fil de l'histoire, moi j'ai écouté l'autre jour le témoignage d'une israélienne, d'une juive israélienne, disant, vous comprenez, mes parents sont arrivés, on leur a donné une maison où il y avait encore toutes les affaires de la famille palestinienne expulsées, en bordure de plage. Eh bien, mes parents ont refusé cette maison, en disant, on ne prend pas la maison de quelqu'un dont c'est la maison et qui vit là depuis toujours. Bon. Donc je pense que, encore une fois, tous ces drames, parce que ce sont des drames absolus, ils ont des raisons bien identifiables, bien historiques, et bien géographiques aussi. Donc ce que je déplore, moi, c'est qu'on oublie tout ça, et on se situe dans l'instant présent, dans l'émotion. Je ne dis pas que j'excuse ce qui s'est passé le 7 octobre, encore qu'il faudrait vraiment savoir la totalité de ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est un vrai sujet. Il y a des avis complètement contradictoires, y compris dans les journaux israéliens comme Haaretz ou autres. Il faut être complet là-dessus. Et donc, que s'est-il passé vraiment le 7 octobre? En tout cas, moi je pense qu'il y a eu une opération quasi militaire, probablement bien préparée, avec la 3e dimension, les infiltrations au sol, etc. Et ensuite, il y a eu certainement aussi des exactions, c'est, je pense, inévitable. C'est le général Schmitt, notre ancien SEMA, qui disait que dans toutes ces guerres, les exactions, voire les crimes de guerre, on les retrouve des deux côtés. Il faut arrêter de rêver avec une vision angéliste des choses qui consiste à encenser les uns et diaboliser les autres. Je pense qu'il faut être, malheureusement, et c'est pour ça que la guerre est la pire des solutions, la guerre amène toujours les plus faibles des êtres humains à commettre des saloperies, il n'y a pas d'autre mot, quel que soit le camp. Donc, si vous voulez, voilà ce que je peux dire de cette affaire. Moi, c'est dramatique. En fait, le drame, là, présent, c'est que Netanyahou était dans des difficultés politiques monstrueuses et que, fort opportunément, le 7 octobre l'a sauvé. Bon. Chercher l'erreur, alors qu'ils étaient renseignés, parce que les services israéliens sont parfaitement renseignés. C'est des services très professionnels. Donc, où s'est passé le problème? Où s'est passé le problème? Voilà. Il y a des généraux israéliens qui ont été capturés par le Hamas,
en pyjama sur la zone de démarcation. Hein. Comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire? Voilà. Alors que tout le monde, les informations. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Bon, après, on peut supposer, etc. Enfin, j'y étais pas, j'ai pas tenu la chandelle, encore une fois, etc. Mais si vous voulez, on peut se livrer à une analyse la plus objective possible des choses. Voilà, il y a des gens qui le font, et d'autres qui sont dans l'anathème, la condamnation, oubi et torbi, etc. C'est pas si simple. Hein. Voilà. Merci. D'autres questions? Bah, écoutez, merci à vous.